Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Guillaume Mathieu. Bienvenue. Bon, bien, merci, mais Hugo, bonjour. Beaucoup de mes invités viennent de la techno. Toi, tu viens de l'alimentation. Ouais. Puis je pense que tu comprends vraiment bien ce qui est en train de changer en ce moment avec l'IA et les nouvelles technologies. Fait qu'aujourd'hui, on va partir de ton frigo, puis on va finir sur les géants, comment que les géants vont décider ce qu'il y a dans notre assiette. Tu vas voir que tout ça est très lié. Assez Ouais, fortement. Assez fortement. Fait que tu es allé au CES en janvier dernier. Oui, c'était la deuxième fois que j'y allais, puis je peux te dire que l'alimentation prend une place de plus en plus importante, même si c'est un show de techno, de nouvelles technologies. Quand je suis allé il y a 2 ans, c'était la première édition de la branche dédiée au food tech puis à agritech. Donc, des journées de conférences puis des pavillons là, dédiés à ces nouvelles technologies-là. Donc, ça prend vraiment une place croissante là, au sein des entreprises de nouvelles technologies. Puis qu'est-ce qui t'a plus frappé cette année? Deux choses, évidemment, les robots humanoïdes là, qui vont éventuellement rentrer dans nos maisons, dans nos cuisines. Là. Je veux dire, c'était le festival de celui qui allait faire la plus grande mise en scène pour nous les présenter. Puis l'autre chose, les agents IA là, qui vont nous suivre partout en temps réel. Là. J'ai assisté au lancement de Lenovo avait loué la sphère pour faire un lancement de produits avec Gwen Stefani en prestation. C'était spectaculaire, mais un peu épeurant là, quand ils nous présentaient là, leur vision de comment, en fait, le produit est déjà disponible, là, mais dans quelques mois, années, on allait pouvoir justement avoir un agent qui nous suit à temps plein et nous faire des recommandations et même passer à l'action pour nous en temps réel. Là. Ça, couplé avec des robots, c'est assez capoté. Là. Ouais. On peut déjà acheter des robots chinois, je ne sais pas si tu as vu, là, mais des Unitree, on peut aller directement sur leur site, t'achètes un robot. Des fois, je parle à ma blonde de... Est-ce que les robots vont pouvoir ramasser les jouets des enfants? Parce qu'il y en a souvent par terre. Une des prouesses que LG a lancé Cloyd là, au CES, là, qui est leur futur agent, mais qui est le format d'un robot pour faire les tâches ménagères à la maison. En fait, ils ont une vision que le futur de la maison va être sans effort. Donc, c'est ce robot-là qui va tout faire pour nous. On va sûrement en reparler tantôt. Puis, la prouesse qu'il utilisait pour nous démontrer à quel point il était rendu à un autre niveau, c'était le fait qu'il était capable de gérer la lessive. Donc, de vider la sécheuse, de trier le linge et de plier les différents types de vêtements. Ça a l'air que c'est une prouesse incroyable, mais tout le monde parlait du fait que Cloyd pliait le linge. Fait que... c'est une des choses qui faisait beaucoup de jaser au CES cette année. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, là, t'es allé au CES, puis t'es dans l'alimentation, mais qu'est-ce qui t'a le plus frappé là-bas? Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, alimentation et techno, c'est indissociable. Pas juste au niveau, on entend parler depuis des années, au niveau de la production, au niveau de l'optimisation sur les chaînes de prod, au niveau d'optimiser les routes de livraison, etc., etc. Mais là, l'IA s'en vient dans la cuisine des consommateurs. Moi, je dis que l'adage « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » est plus vrai que jamais. Parce qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises-là de techno, ils veulent contrôler la donnée, tu le sais, puis il n'y a rien de plus sensible et de plus intime que notre frigo, que ce qu'on mange, notre frigo, notre garde-manger. En sachant exactement ce qu'une famille, ce qu'un foyer mange, bien, ils sont capables de savoir il y a combien de personnes dans le foyer, l'âge des gens dans le foyer, s'il y a des maladies, des habitudes culturelles, si c'est des athlètes ou pas, le revenu familial, etc., etc., etc. Donc, ils sont capables de tout savoir sur nous uniquement en ayant accès aux données de nos réfrigérateurs, de nos garde-manger. Donc, c'est pas pour rien que toutes les grandes compagnies, les LG, Samsung et name it, proposent des appareils, pas juste connectés, mais des appareils intelligents. Pour l'instant, ils nous vendent ça sous la forme de... il y a des caméras qui reconnaissent ce qu'on met à l'intérieur de notre frigo. C'est pratique. Je suis capable de te faire une liste d'inventaire. Je suis capable de te dire quand est-ce que la date de péremption approche. Je suis capable de te proposer des recettes. Je suis capable... etc., etc. Ils nous vendent la praticité au sens large. Mais ultimement, ils ont accès à une donnée qui vaut de l'or. Là. Fait que finalement, le produit, c'est pas le frigo. Hein. Ben non. C'est la donnée. Moi, je pense que dans un avenir pas si lointain, on va louer nos électroménagers comme on loue en ce moment nos voitures, des chauffe-eau par exemple, ou certains leur téléphone cellulaire. Parce que ces frigos-là sont pas les plus accessibles sur le marché. Je ne sais pas si tu as fait récemment rénover ta cuisine, c'est un bon prix. Mais hein? c'est un bon prix. Ouais.
Puis, ils vont vouloir s'assurer d'avoir accès à la donnée de la meilleure qualité possible. Donc, ils vont vouloir qu'on ait toujours le dernier modèle, exactement comme avec nos téléphones, puis nos voitures. Donc, cette façon de faire-là va probablement rendre plus accessible. Ça va avoir une meilleure courbe d'adoption chez les consommateurs, mais eux, ils vont être morts de rire avec la donnée auquel ils ont accès. Oui, clairement. Mais avant de rentrer trop dans les risques de cette donnée-là, puis cette intrusion-là un peu dans nos maisons, j'aimerais t'entendre parler sur le côté positif de cette automatisation-là. Ben, c'est pas juste l'automatisation. Aujourd'hui, si tu es en panne d'inspiration, c'est pas tout le monde là, qui aime cuisiner. Là. Je sais que tu es un adepte de cuisine, moi aussi, mais il y a plein de gens. On a fait une étude il y a récemment, puis c'est 25% de la population qui éprouve aucun plaisir à manger. Fait que pour eux, c'est un avantage. Ben oui, parce que si tu es en panne d'inspiration, on l'a peut-être déjà essayé, tu ouvres ton frigo, tu prends une application, tu prends un chat, tu prends une photo, puis là, il va te proposer des recettes. Mais là, maintenant que ces frigos-là, ça va être en temps réel. Tu vas rentrer chez vous, tu vas dire qu'est-ce que je fais pour souper, j'ai pas d'inspiration. Ou les enfants chialent, il n'y a rien à manger dans le frigo. Je sais pas si ça arrive chez vous, mais en tout cas, moi, ça arrive chez nous. Régulièrement. Ben là, les propositions vont venir d'emblée. Fait que, même chose, quelqu'un qui cuisine, il manque un ingrédient, trouver une alternative. Oui, c'est bien le fun, les sites web comme Ricardo et tout ça, mais c'est pas une bibliothèque infinie d'informations. Aujourd'hui, si tu demandes à Claude, à Gemini, de te proposer une alternative parce que tu n'as plus je sais pas ce qui pourrait te manquer, là, mettons. De sauce soya. De sauce soya. Ben, il va te proposer d'autres alternatives que tu pourrais avoir chez vous, ou il va te proposer qu'avec les mêmes ingrédients, tu pourrais peut-être faire une autre recette. Ça, je pense que pour les gens qui n'ont pas d'intérêt ou de curiosité ou d'aptitude en cuisine, ça, c'est un grand avantage. Même chose, c'est pour les conversions, puis tout ça. Après ça, on peut voir les côtés plus négatifs de la littératie culinaire, est-ce qu'elle va se perdre? Mais je pense que pour la découvrabilité, puis la créativité en cuisine pour les amateurs, c'est un avantage. Puis je te donne un exemple. Moi, souvent, quand j'étais à l'épicerie, je me suis mis à utiliser des applications comme Claude ou ChatGPT, puis je m'en vais prendre des aliments que j'ai jamais mangés auparavant. Je prends en photo l'aliment. L'autre fois, c'était une coupe de steak que j'avais jamais acheté. Puis je demande à Claude directement comment je fais pour l'apprêter, est-ce que c'est bon? Puis là, il m'a tout expliqué que, OK, c'est à mi-chemin entre le ribeye puis le filet mignon. Puis c'était absolument délicieux, quelque chose que j'ai découvert que j'aurais peut-être jamais porté mon attention sur le produit. Bon, ben, c'est ça, je pense que c'est la prochaine vague qu'on va voir. Là, les gens utilisent pour bâtir des listes d'épicerie, les aider à faire des menus de la semaine, peut-être éviter de gaspiller des restants et tout ça. Mais après ça, on le voit dans d'autres sphères d'achat que les gens magasinent maintenant beaucoup sur ces applications-là. J'ai pas encore vu beaucoup de gens, moi, sur chat chez Metro, mais c'est sûr que ça s'en vient. Là. Peut-être que c'est parce que je suis un early adopter, disons. On parle beaucoup des objets connectés, parce qu'au final, le frigo, c'est un objet connecté. Chez moi, mon lave-vaisselle est connecté, ma cuisinière est connectée. Il n'y a pas juste les appareils électroniques, les appareils pour cuisiner qui sont connectés. Il y a mon iPhone qui prend toutes mes données, ma voiture, la sonnette de porte chez nous est connectée. Est-ce qu'on va avoir un peu plus peur avec l'alimentation? Est-ce que c'est un sujet plus sensible, disons, que la télévision? Bien, je pense que oui. Comme je disais tantôt, tu peux tellement tout savoir sur quelqu'un en sachant ce qu'il mange. Après ça, la possibilité de croiser les données pour lui pousser de la publicité personnalisée, c'est incroyable. Oui, ta sonnette de poste, tu vas avoir de l'information sur tes allées et venues, l'importance de ce que tu écoutes là, à la télé ou en musique, ça en donne une idée de qui tu es. Mais ce que tu manges, ça dit tout. Je reviens sur dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est ça, parce que c'est de l'information sur ta santé, même ton état, ta santé, tes finances, tout passe par l'alimentation. C'est pas pour rien là, qu'il y a plusieurs années, Amazon a acheté Whole Foods en se disant, nous, on va rentrer dans ce créneau-là. On va connaître notre clientèle, mais l'alimentation aussi, ça rentre chez nous minimalement à toutes les semaines, mais tu sais, le nombre de fois par jour que tu ouvres ton frigo, que tu prends des aliments à l'intérieur, que tu retournes à l'épicerie faire un achat de dernière minute parce que tu as oublié quelque chose et tout ça, eux autres, s'ils ont accès à rentrer chez nous aussi souvent dans une journée, c'est quand même incroyable. Pour te livrer après ça n'importe quoi, là, pas juste l'alimentation, mais c'est là que ça va devenir hyper intéressant de voir comment l'alimentation prend un rôle central dans la manière que ces entreprises-là veulent contrôler nos domiciles. Parce que
quand on était dans les kiosques au CES, je reviens sur Samsung puis LG parce qu'ils ont misé beaucoup sur l'aspect alimentaire, les cuisines connectées, bien, c'est plus juste comme tu disais tantôt, ton frigo, ton four, mais ces appareils-là parlent avec ton salon, parlent avec ta sonnette, parlent éventuellement avec les autres éléments. Fait qu'ils veulent créer, exactement comme Apple l'a fait, créer des environnements fermés. Donc, à partir du moment où tu achètes un réfrigérateur Samsung, ben, tu es aussi bien d'acheter le four Samsung pour qu'il se parle de la bonne façon. Puis là, tu veux que ça soit connecté sur une télé Samsung parce que là, ce qu'on voyait, un exemple là, concret qu'ils nous ont démontré, tu sais, tu sors une pizza congelée de ton réfrigérateur Samsung, puis là, il reconnaît que c'est une pizza de telle marque, de tel format. Et là, il part automatiquement le four à la bonne température, avec le bon cycle de cuisson pour qu'elle soit parfaitement dorée et tout ça à la fin. Puis pendant que tu écoutes ton film, bien, quand elle est presque cuite, bien, ton film elle s'arrête, tu as une photo, bien, une vidéo de ta pizza sur la télé, il te demande si tu la veux plus griller ou pas. Puis là, si tu dis non, c'est beau, elle est prête, il te demande si tu veux envoyer ton film sur ton écran de four pour être sûr de ne pas manquer d'action, juste le temps que tu ailles chercher ta pizza avant de retourner au salon. Donc, ils veulent te vendre une expérience qui est complètement, je n'ai pas le terme en français, mais seamless, là, qui est sans accroc. Complètement intégré. Complètement intégré. Puis là, bien, ça, on peut imaginer après ça que... Fait que là, est-ce que des entreprises qui sont peut-être moins puissantes présentement dans le téléphone mobile vont finir par gagner des parts de marché parce qu'on va avoir une maison qui est entièrement complètement Samsung connecté. ou LG. Fait que là, tu vas dire, ben là, dans ce cas-là, je suis aussi bien d'avoir mes autres appareils aussi qui sont sur la même plateforme. T'sais. Puis on a vu ce que ça fait là, quand on achète une télévision puis qu'il y a déjà Netflix de préinstallé, déjà toutes les applications qui sont déjà préinstallées. Après ça, on veut trouver, disons, un film québécois, puis c'est plus difficile. Fait que penses-tu que dans ce contexte-là, le fait qu'ils vont contrôler l'alimentation, ça va jouer un peu sur même la culture, parce que c'est très culturel, l'alimentation. Tu pourrais pas mieux dire. Mais en fait, moi, c'est une des grandes craintes que j'entrevois. Il n'y a aucune entreprise qui le dit ouvertement, mais moi, c'est ce qu'on voit s'en venir. C'est ces entreprises-là, là, maintenant, qui contrôlent l'information sur de ce qu'on a dans notre réfrigérateur, dans notre garde-manger, bien, l'étape qui s'en vient, c'est l'automatisation des commandes. Donc, ils vont savoir que le carton de lait est presque vide. Si tu as mis dans ta programmation que tu veux qu'il ne manque jamais de lait, mais ils vont automatiquement en commander. Mais là, ça va être exactement comme tu dis sur nos télé intelligentes, les applications de commande, ils vont être intégrées à nos frigos, ils vont arriver du manufacturier. Je pense que de poser la question, c'est un peu répondre, mais est-ce qu'ils vont faire des ententes avec des joueurs régionaux ou ils vont préférer faire des ententes à l'échelle nationale ou continentale, dans notre cas, l'Amérique du Nord. Je ne veux pas nommer aucune chaîne, mais au Canada, toutes les chaînes sont parce qu'on a 3 grands joueurs de l'alimentation qui sont à propriété canadienne, puis on a 2 joueurs à propriété américaine. Moi, j'aurais un peu peur là, qu'on perde un peu d'autonomie alimentaire parce que l'entente va se signer avec un joueur nord-américain. Si une entreprise est basée en Corée qui développe ton frigo, je pense pas qu'elle va prendre la peine de signer une entente avec un joueur régional. Mais après ça, poser la question, je pense, un peu y répondre. Puis je pense qu'il faut conscientiser aussi nos gouvernements à légiférer avant que ça se passe. On l'a échappé là, avec la culture, selon moi. Là, quand tu achètes une télé, pour moi, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'emblée Télé-Québec, Tout TV, parce que c'est Nouveau, ça, TVA+, TV5+, ou autre. Là. Mais au frigo, il faut qu'il y ait les applications de Voilà, puis de Métro et autres. Là, c'est ça, parce qu'on l'a vu avec la musique, la télévision, on l'a même vu avec le taxi. D'après toi, ça va être quoi la prochaine industrie qui va être affectée par ça? Hey, je ne sais pas, mais une fois que tu contrôles l'alimentation, là, t'en contrôles pas mal. Là, si, je dis n'importe quoi, là, si Amazon est installé d'emblée sur le frigo qui rentre chez vous, pourquoi tu passerais par un autre joueur pour commander quoi que ce soit dans ta vie? C'est un peu... c'est à tous les jours, il y a une livraison qui rentre pour des fruits, du pain, du lait et autres ingrédients. Ils vont juste rajouter n'importe quoi d'autre dans la commande. Fait que je ne sais pas à quel point tu peux devenir plus intime que la bouffe. Fait qu'est-ce que le Québécois, en tout cas, on se projette dans 10 ans, le Québécois, il mange quoi? Ça vient de où un mardi soir? Ben moi, je veux rester optimiste. Je pense qu'on est capable, l'achat local a gagné énormément en, je ne veux pas dire popularité, mais les gens comprennent maintenant l'importance d'acheter local. C'est encore là, presque 3/4 des gens qui disent qui jugent important d'acheter local. C'est sûr que l'inflation fait un peu mal, les gens font des choix, mais c'est un sujet que son
que sa place dans l'espace public, puis qui est rentré dans la tête des gens. Je pense que l'IA, puis tout ce qui est l'IA au niveau alimentaire va aussi affecter la livraison, le last mile, là, éventuellement. Puis des voitures autonomes, il n'y en a pas encore chez nous, mais ça va s'en venir. Puis même les drones, là, on le Puis voit un les peu sur drones, Internet, puis les tout ça. drones. Moi, je me dis, là, si je reste optimiste, puis je me projette, tu as dit 10 ans, mettons, ben, Ouais. dans 10 ans, il y a des camions de livraison autonomes sur nos routes. Le petit fermier là, qui fait son panier bio puis qui est obligé de perdre une journée de production parce qu'il faut qu'il fasse la livraison de ses paniers bio le jeudi ou le vendredi. Là, s'il y a un camion autonome qui est capable d'optimiser ses routes puis de livrer pour lui, bien là, il vient... Ça devient un avantage. T'sais. Puis on est peut-être capable de se dire, bien, sur nos frigos, on est capable d'avoir une application, je veux que tu me trouves la ferme la plus proche de chez nous. Puis quand j'ai besoin de fruits et légumes en saison, évidemment, j'ai une livraison directe du fermier qui est à quelques kilomètres mais là, je suis un gars de la Rive-Sud, fait que j'ai des fermes pas très loin, là, mettons, une ferme dans un horizon pas trop loin. Donc, je pense que si on regarde positivement, je pense qu'il y a cet élément-là aussi qui peut être intéressant. Puis, en ce moment, les grands joueurs de la distribution alimentaire utilisent différentes méthodes. Il y en a qui ont des centrales de distribution automatisées. Il y en a qui préfèrent utiliser les marchands locaux pour faire la livraison. Moi, je pense que l'approche qu'Amazon avait pris à l'époque en achetant Whole Foods, c'était de se dire on va se procurer le plus grand réseau d'entrepôts qui existe aux États-Unis. Puis on va livrer à partir de ces mini-entrepôts-là. Les entrepôts étant les magasins en soi qui ont le stock dans l'arrière du magasin. Fait que je pense que ça peut amener un aspect positif aussi, que si le dernier mille s'automatise, ça va peut-être aussi là, mieux aider tous nos réseaux de marchands indépendants qui vont donner des mini-entrepôts de livraison partout au Québec. Fait que ça, c'est l'aspect positif que j'entrevois pour la suite. Là. Parce que je suis un bon exemple. T'sais, moi, j'aime beaucoup cuisiner, puis j'habite en campagne, justement, puis souvent, je vais aller acheter... La plupart de mes ingrédients, c'est des fermes, même des amis qui ont des fermes où on va acheter nos aliments. Je pense, par exemple, il y a une personne proche de chez moi qui fait pousser son propre gingembre, ce qui est assez rare. Fait que le gingembre bio frais, qui est absolument extraordinaire. Bébé gingembre là, au Québec. Là, puis, 100%. Ceux qui n'ont jamais goûté à ça, il faut que vous mettiez la main là-dessus cet été. C'est incroyable. Non, c'est absolument fou. Puis je fais même mes drinks avec le gingembre, là, des espèces de shots de... Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment hot. Puis, tu sais, si on prend un géant comme Amazon, il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon que c'est des petits vendeurs. Fait que je le vois peut-être un peu de la même façon. Là. Est-ce que les producteurs locaux vont être capables de venir s'immiscer dans ce système-là puis vendre grâce à la plateforme? Je pense que oui. Puis c'est là que l'automatisation de tout ça via l'IA va permettre à ces joueurs-là qui, en ce moment, doivent avoir une personne qui est responsable de réceptionner les commandes, puis là, de faire la planification des routes, puis ou d'ouvrir une boutique sur le rang ou peu importe. Là, à partir du moment où tout ça peut s'automatiser, ils sont capables même d'intégrer les cycles de production à l'intérieur de ce système-là. Puis je pense que ça peut être un grand avantage, tu sais, pour justement des gens comme toi, mais même après ça, d'être capable de vendre à travers un réseau plus grand, s'ils sont capables de contrôler, pas contrôler, mais d'avoir accès à la demande en temps réel. Je pense que c'est un plus qui s'en vient. Là. Tu parles souvent avec IGA puis avec Metro, puis Metro fait encore préparer toutes ses commandes en ligne à la main, avec des humains. Puis, tandis que Sobeys, eux, ont tout automatisé, ont tout robotisé. Puis, il y a même leur pub qui dit, qu'est-ce qu'ils disent? Chez nous, c'est pas des robots qui choisissent, c'est votre... Je recommence. Fait que leur pub dit, chez nous, c'est pas des robots qui choisissent votre épicerie. D'après toi, est-ce que c'est une question de coût ou c'est une question de positionnement? C'est une question. En fait, c'est les deux. Là. C'est évidemment les deux. Je pense que. Pas je pense. L'adoption de l'achat en ligne au niveau de l'épicerie est la plus basse au Québec, partout en Amérique du Nord. Donc, on est le marché qui s'est moins tourné vers l'achat en ligne. Mais c'est pas uniquement notre marché. Là. Je veux dire, au niveau Canada, on est quand même plus faible que dans bien des marchés à travers le monde. Fait que c'est pas une question d'efficacité parce qu'on a les mêmes systèmes dans le reste du Canada. Oui, mais tu sais, même Voilà a annoncé qu'ils n'allaient pas ouvrir leur centre Voilà dans l'Ouest canadien comme c'était prévu initialement parce que les centres de l'Est vont pas aussi bien qu'ils pensaient. On a une relation très latine avec notre alimentation au Québec par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Puis,
les gens connaissent leurs marchands. T'sais, chez nous, c'est une des seule place au Canada où, même si on est affilié à des grands groupes comme Metro ou IGA, c'est des marchands propriétaires qui sont affiliés à un groupe d'achat, là, IGA ou Metro, versus uniquement des magasins corpos, comme on peut voir dans le reste du pays, là, qui appartiennent à l'enseigne, puis il y a des gérants qui sont employés. Je pense qu'il y a cette relation-là aussi qui est importante. Après ça, c'est deux modèles différents. Moi, quand j'ai été surpris, en fait, j'ai été surpris quand j'ai su qu'ils centralisaient leurs commandes, mettons, du côté de Sobeys avec Voilà, parce que selon moi, le modèle du futur est le modèle un peu que je parlais tantôt, où chaque épicerie régionale, de chaque municipalité, devient un mini-entrepôt, puis là, on a simplement à faire le last mile, tu sais. Donc, je pense que c'est là que quand on va arriver avec des véhicules autonomes, ce dernier mille-là va gagner à partir du magasin de ton village plutôt que partir d'une centrale dans l'ouest de l'île de Montréal. Tes clients, la plupart de tes clients, c'est des PME en alimentation. C'est quoi leur maturité face à l'IA? T'as-tu des coups de cœur dans ce domaine-là? J'aimerais ça t'en donner, mais j'en ai pas. On en parle. Je me fais demander, j'ai une conférence qui s'appelle l'IA à toutes les sauces, puis on me demande souvent de la présenter à des dirigeants d'entreprise pour pas les allumer, là, mais les éveiller là, sur tout le potentiel, ce qui s'en vient. Mais je peux pas dire qu'à part des entreprises qui l'ont installé pour optimiser les chaînes de production au niveau du contrôle qualité et tout ça, j'ai pas, j'ai pas personne en ce moment dans mon entourage là, que je peux dire qu'il y a un coup de circuit. Il y a des entreprises là, qui ont commencé aussi à développer là, des groupes de discussion là, 100% générés par l'IA avec les données là, de Statistique Canada, de Léger et tout ça. Mais tu sais, j'ai testé l'outil, c'est génial, mais tu sais, j'ai pas encore de cas complet là, qui dit « OK, ça a été un game changer pour ce joueur-là », malheureusement. Mais nous, on a un bon coup de circuit. On a parlé un peu d'entrée de jeu. Delbecq, exact. Patate Delbecq qui a été c'était vraiment un beau projet parce que c'était de faire du contrôle qualité. Puis finalement, ça a fini où on a diminué le gaspillage alimentaire, carrément, parce qu'il y avait des patates qui n'allaient pas au bon endroit. Puis finalement, en ajoutant l'IA dans le processus, on a pu trier les patates de manière assez précise. Et ça, j'ai hâte d'en voir son travail avec des restaurateurs. Puis j'en ai vu des outils au CES où on a des caméras dites intelligentes qui scannent ce qui est jeté dans les poubelles des cuisines pour être capable de faire des recommandations au chef ou au gestionnaire de cuisine sur où est-ce qu'il y a trop de... Est-ce que les rognures de carottes sont trop grosses? Est-ce qu'il y a trop de pain qui est jeté? Puis proposer des solutions pour récupérer ces aliments-là plutôt que les jeter. Mais j'ai pas encore vu, tu sais, j'ai pas de restaurateurs, là, dans les groupes de restaurateurs qui ont travaillé, là, qui l'ont implanté, mais j'ai hâte de... On le suit de près. En ce moment, c'est beaucoup d'éducation, je te dirais, plus que de constat de réalisation. Là. J'aimerais ça qu'on parle deux petites minutes. On travaille toutes les deux dans des firmes conseils en B2B au Québec. Toi, tu nourris des marques en alimentation, tu donnes des conférences, justement, comme tu viens de parler, sur l'IA à toutes les sauces. Moi, je travaille sur l'adoption de l'IA dans des différentes entreprises, mais nos clients, maintenant, peuvent parler directement avec Claude ou ChatGPT ou Copilot ou Gemini. Comment ça va changer notre métier dans les 3 prochaines années? En fait, c'est sûr que en ce moment, le type de travail qu'on fait, je parle pour moi, une entreprise peut facilement demander à Chat, Gemini ou autre de bâtir un plan marketing. Je veux dire, je l'ai testé, je m'amuse à le tester régulièrement pour voir où c'est rendu. Puis généralement, c'est bien. Je dis que c'est absolument, en ce moment, c'est l'équivalent d'un junior qui sort. Tu sais, mettons, il y a un an, je t'aurais dit un étudiant. Là, je te dirais que c'est un junior qui a peut-être 1 an ou 2 d'expérience qui ferait un plan. Il y a la sensibilité en ce moment qui est humaine, qui est pas encore là. T'sais, mettons, nous, quand on fait un projet, là, puis on veut définir un positionnement d'entreprise, faire un plan d'inno et tout ça, on s'assoit avec les gens, puis on pose des questions sur le terrain. Pas nécessairement à des gens qui publient en ligne à des endroits où ces moteurs-là peuvent aller se nourrir. Donc, exemple, je développe un positionnement pour une entreprise de volaille, bien moi, je vais vouloir parler à des gens sur la ligne de prod, je vais vouloir parler à des producteurs de poulet, je vais parler à des gens qui ont des opinions, qui feel, tu sais, le produit sur une base quotidienne. Cet élément-là, pour l'instant, n'est pas encore présent, je trouve, dans ce qu'on reçoit comme output quand on fait une requête à l'IA. Après ça,
Moi, c'est une base quotidienne, je l'utilise. C'est mon nouveau moteur de recherche. Je l'utilise pour être sûr que j'ai aucun angle mort quand je fais une analyse de marché. Je l'utilise pour réviser. Je l'utilise pour même brainstormer. Je l'utilise sur une base quotidienne, mais je sais exactement quoi lui demander pour bonifier le travail que je suis en train de faire. Mais tu sais, en ce moment, je ne pourrais pas recommander à un directeur. Mettons, demain matin, j'étais directeur marketing dans une entreprise, je ne donnerais pas l'entièreté de mon plan ou du repositionnement de ma marque ou de mon plan d'innovation 100% à chat ou autre. Là. J'aimerais ça te parler de Bouillon. Oui. C'est quoi Bouillon? Bouillon, en fait, nous, on a réalisé au fil des années en consultation que les entreprises qui venaient nous voir manquaient beaucoup de données et manquaient de perspectives élargies sur le marché. C'est-à-dire qu'un joueur qui vient nous voir et qui travaille dans un domaine X, mettons dans les produits laitiers, il connaît sa catégorie comme le fond de sa poche, il est un maître de tout ça. Mais après ça, les autres courants de marché qui pourraient affecter sa business, des fois, c'est un petit peu plus flou. Je donne un exemple concret. Je parlais avec un haut dirigeant d'une entreprise de volailles, de poulets, puis je disais, là, il faut que tu t'informes sur le sans-alcool, la montée du sans-alcool, les jeunes qui boivent moins, il faut vraiment que tu t'intéresses à ça. Puis il était comme, Guillaume, pourquoi je m'intéresserais au sans-alcool? Je fais du poulet. Mais je dis, tu sais, quand on ne vendra plus de bière d'un cage, là, il n'y aura plus d'aile de poulet. Tu sais, je veux dire, il y a une corrélation directe. On s'entend, mais je veux dire, l'aile est salée, fait boire plus de bière, etc., etc. Tu sais. Fait qu'ils disaient, hey, t'as bien raison, il faudrait réfléchir. Est-ce que le palais des jeunes est différent vu qu'ils ne consomment pas d'alcool? Bon, et tout. Fait qu'on s'est dit, il y a une couple d'années, faut on veut pas devenir un Deloitte de l'alimentaire, on veut rester un cabinet boutique, mais comment on fait pour aider toute l'industrie à être plus performante, plus intelligente? Fait qu'on a lancé un outil qui s'appelle Bouillon. Donc, on finance à chaque année une étude de marché avec une firme de recherche pour mieux comprendre les consommateurs. Et après ça, on parle de tendances, il y a des textes éditoriaux, des entrevues, etc., etc. C'est un ouvrage annuel, là, papier, physique. Je crois encore au pouvoir du papier. Mais là, on est en train de le convertir en écosystème numérique. Donc, on a notre propre série balado, le balado, Bouillon le balado. On a de l'actualité à toutes les semaines sur TikTok, LinkedIn. On couvre des événements et autres. Donc, ceux qui s'intéressent peuvent nous suivre là, sur Bouillon par îlot. Puis vous allez nous trouver. Là, on s'adresse aux gestionnaires de l'industrie pour justement ouvrir leurs horizons, s'assurer qu'il ne manque rien des nouveaux courants. Dans mes actualités de la semaine, là, j'ai souvent, je pense, 2 semaines sur 3 des nouvelles sur l'IA en lien avec l'alimentation. Donc, on parle de marketing, d'innovation et évidemment un peu de finance, marketing et autres. Puis as-tu utilisé l'IA justement pour fabriquer Bouillon? Au niveau de la recherche, c'est sûr qu'on l'utilise. Au niveau de la révision, on l'utilise aussi. Mais sur une base régulière, là, générer des images. Là, je fais des capsules vidéo toutes les semaines, mais jusqu'à l'an dernier, on faisait des revues d'actualité écrites. Là, on faisait des petits carousels. Puis, j'utilisais régulièrement l'IA aussi là, pour générer des images pour appuyer les propos. Là. Ça, dans un secteur où l'authenticité est vraiment importante. Ouais. Quand l'IA vient tout filtrer, qu'on parle de la musique, notre assiette, notre médecin, comment on fait pour rester humain dans cette perspective-là? On vend de la bouffe, il n'y a rien de plus humain que ça. La nourriture, c'est au centre de nos vies, c'est ce qui nous c'est notre source d'énergie. C'est tactile, c'est olfactif, c'est visuel, c'est tout. Moi, quand je vois des données comme quoi, il y a une donnée là, qui est sortie l'année passée, ils ont fait une recherche, puis les photos générées par l'IA étaient jugées plus alléchantes par les gens que les réelles photos de bouffe. Moi, ça me fait dresser le poil, ses bras. Je dis là, on ne peut pas perdre la connexion avec cet élément-là qui... Demain matin, il n'y a plus rien. Là, tout le système s'effondre. On va encore... Faut falloir encore manger. T'sais. Puis ça reste que c'est des moments de partage, c'est des moments de connexion. Tu me partageais avant qu'on ouvre les micros à quel point toi c'était ton moment de décompression le soir. Tout à fait. Quand tu revenais, tu ne voulais pas perdre ce moment-là. Je pense que le monde alimentaire, on peut pas se déconnecter. T'sais, on l'a vu pendant la pandémie, les gens, c'était une source de réconfort. Les gens ne pouvaient plus voyager, mais ils se sont mis à découvrir d'autres cultures à travers la nourriture. Je veux dire, tu peux pas connaître un peuple mieux qu'en allant découvrir sa gastronomie. Fait que, je pense que la nourriture, même si on parle que les géants de la tech veulent s'y attaquer, je pense que ça reste profondément humain et authentique, comme tu disais, puis qu'on peut pas
on ne pourra pas complètement briser le lien entre nous et la bouffe. Là. Imagine, il y a quelqu'un qui t'écoute en ce moment, il dirige une PME en alimentation au Québec, une trentaine d'employés, une marque locale, puis il se bat tout le temps pour garder son espace tablette dans les magasins. Ça devrait être quoi sa première action quand il va arriver au bureau lundi? S'il n'utilise pas déjà l'IA, faut qu'il commence à l'utiliser. Je veux dire, faut qu'une IA générative, ne serait-ce que pour échanger, brainstormer, puis s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort. Mais au-delà de ça, si je veux répondre comme une fois à ta question, faut que les algorithmes soient capables de reconnaître ton produit. Il faut que tu trouves une manière déjà, même si tu es juste vendu dans des commerces, des grandes surfaces ou peu importe, de penser en dehors du cadre puis d'aller voir les autres canaux de distribution par lesquels tes consommateurs peuvent te trouver. Tu sais, en ce moment, sur ChatGPT, tu peux commander directement sur Instacart, puis tu peux commander via PC Express, là, qui est l'Obla là, avec President's Choice. Puis, tu sais, assure-toi, tes produits sont-ils disponibles là? Tu sais, est-ce que tu pourrais développer une promotion particulière avec Metro et Instacart pour être sûr que ton produit sorte bien puis commence à être à bien sortir dans ces types de recherches-là. Là. On n'est plus à l'époque où ça te prenait du beau référencement pour sortir en premier sur Google en faisant des beaux articles de blog. Il faut faire des choses différemment. Mais je pense que ça, c'est une voie qui commence à... C'est plus juste de gagner la tablette physique, mais c'est aussi d'être là dans les autres canaux de distribution. Tu as des enfants? Oui, 2 filles. 2 filles. Imagine qu'ils sont dans un système, imagine-les dans 20 ans, là, présentement ils sont jeunes, imagine-les dans 20 ans, il y a un système qui gère ce qu'ils mangent, leur santé, leur achat, absolument tout ce qu'ils consomment. Qu'est-ce que tu espères leur avoir transmis? Être capable de se faire à manger elle-même. Je pense que d'avoir la curiosité d'apprendre. Ils vont utiliser ces outils-là pour découvrir davantage, pour avoir des trucs et tout ça, mais je veux dire, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'être capable de te faire ton propre repas. Je pense que c'est la plus grande richesse qu'on peut léguer à un enfant, quand il part de la maison, d'être capable de se faire un potage avec des restes, puis d'être capable de faire autre chose que du craft dinner, puis de commander sur Uber Eats. J'ai rien contre ces applications-là, mais je pense qu'il y a une valorisation, il y a un sentiment de fierté aussi qui vient avec le fait de s'auto-nourrir et de nourrir les autres. C'est un beau geste d'amour aussi de nourrir les autres. Je pense qu'ils sont capables de garder cette connexion-là à l'alimentation, même s'ils utilisent des outils pour se faciliter la vie, je pense que ça serait une grande fierté. Ouais. Guillaume, merci. Merci à toi, Hugo. C'est où que le monde peut te trouver? Toutes les plateformes sociales, je dirais que LinkedIn est le plus simple, là, Bouillon, Parilo. Vous pouvez nous trouver, parce qu'on va vous rediriger vers notre TikTok, YouTube, Spotify et autres. Donc voilà, Bouillon, Parilo. Excellent. Merci tout le monde.